Je pense qu'on va faire très léger comme clôture. Nous avons eu l'honneur, la chance d'écouter Madame la Ministre nous déployer le plan général de la prévention avec ces 4 moments clés dans la vie. Je crois que c'est vraiment un acquis de ces dernières années de cette maison, le ministère de la Santé et de la Prévention. C'était la première fois que nous avions le mot prévention accolé à la santé. Je crois que là, nous avons vraiment, au-delà de nos questions, des beaux enjeux à poursuivre. Et je vais vous proposer une clôture un peu inhabituelle, eh bien, peut-être un dialogue déjà entre nous avec différentes questions et différents points à souligner, et puis peut-être aussi quelques post-it qui nous ont marqués les uns ou les autres avec 3 mots, et on pourrait même faire tourner un programme, un logiciel statistique, parce qu'il y avait des mots, j'ai repéré, qui revenaient quand même pas mal. La multidisciplinarité, l'engagement, la confiance, etc. Donc, je vous propose d'écouter d'abord Mathieu. Je rebondirai peut-être sur quelques points soulignés par Mathieu, sociologue, chercheur et médecin généraliste. Et puis, on a finalement une chance. On n'est pas tous partis. Et il y en a certainement qui auront envie de réagir et d'apporter aussi d'autres points de vue complémentaires à cette journée. Je dois dire qu'on a pris quand même beaucoup de risques au niveau du COPIL de l'UNPS. On a mis ensemble des psychologues, des sociologues qui manifestement n'avaient pas tous les mêmes points de vue. Personne ne s'est tapé dessus, n'a été attaqué son voisin. Je trouve que vraiment, il y a déjà eu une ambiance et ce que j'appellerais un débat citoyen. On sait que le CESE est l'organisme aujourd'hui qui orchestre les débats citoyens d'envergure. Évidemment, je citerai ce débat sur fin de vie que je vous incite à regarder vraiment de près. Bravo au CESE. Mais nous aussi, à l'UNPS, finalement, d'année en année, on a mis au point une forme de modalité de débat citoyen et de débat associatif. Et je crois que s'il y avait un brin de plume dans la salle ou dans nos adhérents, on pourrait un peu plus même modéliser cette forme de débat citoyen avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à dialoguer ensemble et avec quand même un objectif pour l'UNPS, écouter, donner la parole, comprendre ensemble, coopérer pour améliorer le peu qu'on sait et puis défricher. À toi, Mathieu. Alors, on a écrit mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire plutôt mot de la suite. Parce que quelque part, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et que moi, je pense que c'est un thème complexe, plus complexe que compliqué. Et que moi, j'aimerais bien, le président est là, qu'on continue à en parler éventuellement. Parce que je ne pense pas du tout qu'on a été jusqu'au bout du sujet. Et j'avais même envie de proposer un débat pour l'année prochaine. Il y a le sociologue qui s'appelle Baudelaire Tablé qui a dit à un moment donné que la sociologie n'était pas capable de dire grand-chose sur le suicide. C'était un peu provocateur. Qui disait que c'était plutôt l'inverse. C'était le suicide qui expliquait la société plutôt que l'inverse. Un débat qu'on a à voir. Et la question que j'ai envie de poser en forme de débat, c'était à quoi peut bien servir un sociologue dans la prévention du suicide ? À quoi peut bien servir la sociologie ? On a vu que ce n'est pas simple et on a vu en même temps que cette question elle fait sens. On a beaucoup parlé de sens, c'est le mot, sans toujours décrypter ce qu'il y avait derrière. Et qu'on a vu à la fois que l'importance et la place des phénomènes sociaux, des enjeux sociaux, interactions sociales, liens sociaux, etc., dans le champ de la prévention du suicide, et à la fois à quel point ils étaient compliqués à comprendre. Et que finalement, moi, ce qui est vraiment très important, c'est que je suis un peu fatigué des injonctions, de ce qu'il faut faire, de l'idéal. Et ce qui m'intéresse vraiment, et c'est pour moi que j'intéresse à la sociologie, c'est la réalité pratique, c'est comprendre comment les choses se font. Ça, c'est vraiment très important. Donc, comment on passe des grands mots aux petits mots, autour de ce qui se tisse, donc de la théorie à la pratique. Et là, nous rentrons dans le champ de la complexité. Et encore une fois, comment construire cette complexité dans la pratique ?
Alors en plus, discussion avec Christina pour savoir comment on allait dire les choses, elle me disait mais tu vas trop vite, d'abord il faudrait comprendre, et prendre le temps d'expliquer, parce qu'on n'a pas le temps évidemment ce que c'est que la sociologie. Parce qu'elle me disait tu poses cette question, mais si on n'est pas clair ce que c'est que la sociologie, évidemment la démarche peut être absurde. Rassurez-vous, je vais être rapide, je ne vais pas ouvrir. Je vais juste dire un point, c'est que je pense que la sociologie, elle peut être là pour expliquer un paradoxe, c'est qu'à la fois, les êtres humains sont à la fois libres et dans les fers. Une fois qu'on a compris ça, on a compris notre complexité, et je n'aurai pas le temps de le décliner, mais je crois qu'il y a un exemple. Je crois qu'il y a un endroit où on se sent peut-être le plus libre, c'est l'homme ou la femme à son volant. On est libre, hein, c'est le capitaine qui est maître de son bateau. Et pourtant, quand on réfléchit, le nombre de contraintes qu'on a, débat sur le mot contraintes, règles, relations, etc., il faut mettre la ceinture, il ne faut pas aller trop vite, et puis on peut aller plus loin, il y a le prix de l'essence, il y a qui a construit la route, qui a construit la voiture. Enfin, si vous prenez cet exemple-là, à la fois, je trouve que la voiture, c'est un bon exemple pour comprendre à la fois comment on est libre et comment on est à la fois dans les fers. Donc, c'est pas simple de comprendre toute cette réalité. Et puis, il y a un autre mot qui est revenu souvent. J'ai critiqué un peu le mot lien social parce que des fois il me paraît un peu haut, je ne veux pas le retisser, même si c'est très très important, on a besoin d'être étayé. Il y a un autre gros mot, je trouve, c'est société. Parce que souvent, une fois qu'on l'a dit, c'est la faute à la société, c'est la faute au système, je ne sais pas ce qu'on a dit. Je pense qu'on n'a pas dit grand-chose, et puis en plus on se débarrasse du problème, parce que c'est tellement loin la société qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Et faut-il vraiment s'intéresser à la société en tant que telle ou descendre un peu dans l'arène? Quelqu'un a parlé d'arène. Et faut-il pas mieux s'intéresser concrètement à ce qu'est la société, à ses multiples liens, aux réseaux, aux jeux d'interaction, aux relations, et à la fois tous ces complexes et qui sont mouvants, fluctuants, et qui en plus prennent sens dans un contexte et une culture particulière. Et à la fois, ce qui est important, un autre point, il y a un sociologie des organisations avec Crozier, qui dit que pour comprendre cet enjeu entre liberté et les fers, c'est que les hommes et les femmes n'acceptent jamais d'être traités comme des moyens au service des buts que les organisateurs fixent à l'organisation. Ils n'acceptent jamais d'être instrumentalisés. Chacun a ses objectifs propres. Deuxième point de cette théorie, c'est que dans une organisation, tout acteur conserve une possibilité d'être autonome, d'avoir un jeu. Jeu qu'il utilise plus ou moins, comme on a parlé Jean-Philippe. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est pouvoir. Et ça, c'est important, on oublie la place du pouvoir dans les relations, relations médecin-malade, pouvoir, etc., etc. Ces autonomies se combinent dans les jeux de pouvoir. Le pouvoir central tentant de contrôler l'autonomie des acteurs, qui à leur tour tentent de leur échapper. Et je me disais, on parle souvent de la sociologie, on disait que c'est loin un peu de la psychologie, et je me dis qu'on parle beaucoup de sociologie de l'acteur, plus que la sociologie de Durkheim, parce que Durkheim c'est bien, mais bon, peut-être un peu évolué depuis. Si la sociologie peut faire sens, c'est aussi que face aux organisations, aux institutions, aux injonctions, aux protocoles, elle remet de l'humain. C'est ça qui me paraît important, c'est ça éventuellement un des apports de la sociologie. Elle peut replacer la personne, tant les professionnels de tous bords, médicaux, sociaux, que les personnes en souffrance psychique, au centre de la compréhension du phénomène suicidaire. On n'est pas que des chiffres. Ça, c'est un truc important. C'est vrai que les chiffres sont importants, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de récits de vie, d'approche qualitative, de biographie, qu'on nous comprenne. Nous sommes des histoires. Et c'est vrai que souvent, les facteurs, c'est un peu statique. Et je pense que nos vies, elles sont dynamiques. Et on a besoin d'une sociologie qui restitue notre histoire, nos processus, nos dynamiques. La sociologie voit en l'humain une personne réflexive. J'ai souligné en bleu pour ne pas tout vous dire ce que je dis. On l'a fait ensemble avec Françoise et Marie. Un être humain doué d'empathie, de compréhension de l'autre, de regard critique, d'autocritique. Un être d'adaptation qui peut se transformer en capacité d'action sociale et en la possibilité d'être un acteur de sa propre histoire. Ça pose des questions de la liberté, etc., etc., etc. Et donc, on a bien vu que faire la différence entre lien social et interaction sociale n'est pas simple. Et pour moi, ce qui compte vraiment dans l'interaction sociale, c'est, on a dit tout à l'heure que c'était un peu froid, mais en même temps, je pense que c'est vraiment intéressant. Pour moi, vraiment, l'interaction sociale, c'est de la coprésence, de la réactivité. Et donc, finalement, on est influencé, on n'est pas le même en face de l'autre. Et ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Il faut, par contre, traduire la complexité de ces concepts, on l'a vu dans les différentes tables rondes, et les traduire dans la prévention. L'enjeu, il est là.
Et en plus, finalement, réfléchir un petit peu à comment se construit le lien social, comment il se tisse, comment il se détisse, ça remet en compte nos habitudes, nos routines, nos façons standardisées. Et ça, c'est pas simple. Et c'est aussi, à un moment donné, on aurait peut-être besoin de la sociologie. Parce que finalement, on peut assez facilement déterminer ce qui isole, c'est un constat, mais comment concrètement, sur le terrain, dans la réalité, passer de in vitro, c'est ce que Fabrice Jean disait, au in vivo. L'être humain, j'insiste, ne se réduit pas à quelques facteurs. Et comment arriver à ne pas juste réparer, mais à faire une prévention. Éviter que le lien social se brise, que l'interaction, et on l'a bien vu avec ce que disait Olivier, ne soit pas blessante ni destructrice, qu'elle crée du doute ou qu'elle remette en cause notre estime de nous-mêmes. Donc voilà, peut-être juste, j'espère pas avoir trop pris de temps. Donc l'idée, c'est d'ouvrir peut-être un chantier ensemble, je crois que c'est important ensemble, sur la place de la sociologie dans la prévention du suicide. Merci Mathieu. Et moi, je voudrais simplement réagir par rapport aux inquiétudes qu'on a pu avoir, et notamment avec Marc et le Copil, presque au dernier moment. Mais comment est-ce qu'on allait rendre la fluidité de cette journée ? Alors que l'année dernière, n'est-ce pas Éléonore, on avait travaillé en amont la fluidité de la journée, que ce soit par rapport aux questions qu'on avait pu poser en préalable aux différents intervenants et que ce soit également par rapport aux co-animateurs. Et là, on a laissé le champ, n'est-ce pas Marc, il me semble, beaucoup plus libre à nos intervenants. Plus un peu de chamboulement, puisqu'on ne savait pas trop bien, par rapport à la maison qui nous accueille, qui allait intervenir et qui allait nous faire également des annonces pour lesquelles je pense que toutes les associations qui sont représentées encore jusqu'à la fin de la journée vont être à la fois très attentives pour le suivi, évidemment, des mesures qui sont annoncées. Se passer du médecin généraliste pour avoir accès à des psychologues, c'est quand même une nouveauté. Avoir 4 rendez-vous, ma prévention. Donc, on a des annonces et je pense... Et pour en revenir à la question que je posais au départ sur la fluidité de la journée, moi, je voudrais juste un petit peu balayer, finalement, notre programme. Et je dois dire que comprendre, entretenir, recréer, on l'a bien tenu. Depuis le mot « comprendre » jusqu'à « agir ». Et je crois que bravo à nos intervenants des différentes tables, que ça soit plus des professionnels du monde de la sociologie, des travailleurs sociaux, ou que ça soit plus du monde de la santé mentale et du secteur sanitaire. Et je dois dire que entre Marc et Sarah Sauneron, il y a eu littéralement une complémentarité. C'était la systémie, telle que Marc le développe. Ça a été également la synergie. C'est la première fois que tu prononces de façon aussi nette le mot synergie. Et la synergie, c'est pas seulement mettre des acteurs, comme tu le disais, en parallèle. Et il me semble que là, il y avait vraiment l'écho sur le même registre de la Direction générale de la santé. Donc, à enregistrer, mais à suivre, évidemment, tous ces acquis des dernières années santé et prévention. Moi, j'ai trouvé également que l'ONS, comme d'habitude, nous faisait un panorama des données, et c'est peut-être un point sur lequel on pourra continuer à discuter entre des sociologues et des épidémiologistes comme moi. On ne doit pas avoir peur des chiffres. Les chiffres, ils sont là pour qu'on recherche leur origine, la façon dont on les a construits, et ça, c'est toute démarche, je dirais, scientifique, qui va utiliser des chiffres, comment on les obtient, et c'est aussi un point d'interrogation qu'on a vis-à-vis de l'intelligence artificielle, au-delà des grands mots d'intelligence, ça reste à interroger.
Et là, moi, je continuerai largement à interroger Jean-Baptiste Azot. Il est parti, mais je continuerai. Et je pense que d'autres, comme moi, à l'ONS, vont continuer. Il me semble que sur l'activité professionnelle, sur l'emploi, on doit continuer à creuser. Parce que c'est vrai que Durkheim, on le remise un peu au placard, mais Diderot l'a relancé, et c'est pas mal d'avoir des démographes, des anthropologues qui aujourd'hui peuvent être réinterrogés par rapport à la signification de ces premiers travaux sur l'importance des variables sociales. Et il est certain que l'INSERM, avec les données dont il dispose, ne peut pas creuser les catégories socio-professionnelles telles qu'on aimerait avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'éléments probants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'inactivité professionnelle qui est aujourd'hui le facteur de risque le plus important de suicide par rapport même aux catégories agriculteurs. Et je crois qu'on oublie quand même cette grande stabilité des données qu'on a depuis l'inauguration du registre en 1968, le registre des causes médicales de décès. Donc je continuerai bien avec l'ONS, mais je pense qu'avec l'ONS, on a vraiment déjà des acquis. On l'a vu avec Ingrid Voléry sur un certain nombre de recherches. Et Marc, tu en as également suivi par rapport à l'accueil des adolescents aux urgences. Alors, continuer à travailler entre psychologues et sociologues, mais je crois que la mayonnaise a pris aujourd'hui. Je crois que oser dire il y a des sociologues cliniciens, moi je pense que ça serait vraiment un progrès. Mais à interroger peut-être le monde de l'éducation nationale, le monde de l'enseignement supérieur. On parle de l'attractivité des métiers du social et du médico-social. Essayons de voir aussi pour l'attractivité de ces métiers avec les campus CMQ, campus métiers qualification. Essayons de voir un petit peu plus près les uns et les autres quand on a l'occasion de travailler avec des personnels issus des sciences de l'éducation. Essayons de travailler un petit peu plus en accord, et notamment sur les compétences psychosociales. Alors, les tables rondes qui ont pu évoquer des milieux de vie, que ce soit le milieu du travail, que ce soit aussi par rapport aux personnes âgées. Et là, on a bien vu, c'est l'écho complet avec la sous-directrice de la DGS, avec également Catherine Vautrin tout à l'heure, le milieu de vie. Elle a parlé de bassin de vie. Je crois que là aussi, on a à travailler. C'est quoi la définition du milieu de vie par rapport aux sociologues, par rapport aux anthropologues? C'est quoi la notion de bassin de vie? Pour avoir travaillé un peu avec des démographes, on a des données qui sont extrêmement précises pour définir un bassin de vie, que ce soit de la démographie, que ce soit de la mobilité sociale. Et on sait combien la mobilité sociale, et notamment par rapport aux personnes âgées, peut être un facteur extrêmement handicapant et un facteur d'isolement. Alors évidemment, par rapport au numérique, on a envie, il me semble, à l'UNPS, je charge la barque de l'UNPS. Marc, il faudra en rediscuter en CA. Mais je crois qu'il faut qu'on se rapproche du comité d'éthique en numérique. Parce que ce n'est pas la même chose tout à fait que le CCNE, où on avait déjà invité le professeur Delfrécy, etc. On a eu plusieurs fois vraiment des liens. Et je crois que c'est à nous maintenant d'aller un petit peu plus loin. Le 31-14 pourrait le faire aussi, d'aller interroger le comité d'éthique, parce qu'on a tous besoin de ces outils qui peuvent nous aider. Mais on a aussi besoin, et ça je crois, merci à ceux qui l'ont rappelé, qu'il y a des dérives. Et que ces dérives, ce n'est pas simplement des maladresses d'utilisation. Il y a derrière des dérives des volontés affichées, plus ou moins, et notamment sur les dérives sectaires. Et je crois que là, on pourrait aussi rappeler que dans les collectifs citoyens, on a aujourd'hui, et bravo quand même à l'UNPS, qui 2 fois de suite
avec un peu de harcèlement, je suis d'accord, Fabrice, mais 2 fois de suite, on a mis ensemble des psychiatres et des professeurs de santé publique, le président Emmanuel Ruge de la Conférence nationale de santé. Et là, avec ces organisations de débat public où le citoyen a sa place, mais avec des modalités qui sont extrêmement bien reconnues. Et je crois que là, il faut absolument continuer. Et avec cette conférence nationale de santé qui se décline en territoire, dada quand même important de l'UNPS, on a les conférences régionales santé-autonomie et surtout, on a les conseils territoriaux de santé. J'ai été frappée, tout à l'heure Ghislaine, tu as bien rappelé les CCAS. Mais à côté des CCAS, on a les conseils territoriaux de santé. Et là, on a la place des élus et des élus locaux. Catherine Vautrin a rappelé qu'elle était élue locale. Et je pense que pour nous, UNPS, si on parle de territoire, si on accepte le mot proximité qui est aujourd'hui bien partagé dans nos collectifs, y compris le collectif sur le lien, la cause nationale, eh bien, je crois que là, il ne faut pas oublier qu'on a des instances, qu'on a des modalités qui ont quand même des labels, entre guillemets, et les CTS ont le label des ARS. Et je crois que c'est important qu'on puisse, dans des associations, tenir compte de l'existant et surtout, eh bien, utiliser, en quelque sorte, les ARS ne donnent pas un label comme ça. Je crois que se protéger les uns et les autres de certaines dérives est important. Bon, la recherche, évidemment, je pense que les liens entre le monde de la recherche, le monde des associations, je vous encourage. Il y a un appel à projet qui est en cours, je l'ai reçu par l'INSERM, sur le partenariat pour les recherches appliquées. Et pour une fois, c'est avec les FRDVA, mais je vous passerai, vraiment, moi je ne suis là que pour passer les infos. Cet appel à projet, il faut que soit l'UNPS y réponde, soit des associations adhérentes se mettent ensemble pour montrer que le monde associatif est capable de s'organiser, d'avoir des ponts avec des labos universitaires, labellisés, etc., et que nous avons vraiment des mots à dire et des actions à promouvoir à titre expérimental pour pouvoir ensuite transposer à partir d'éléments probants. Donc cet appel à projet, vraiment, il faut le suivre. On a jusque fin mars. Bon, alors, juste dernière remarque, c'est l'interministérialité. Il ne faut pas oublier que la prévention, c'est de la santé publique la plupart du temps, et c'est de l'interministérialité. Et merci à la MGP, au ministère de l'Intérieur et à notre représentant, évidemment, du monde des policiers, qui nous ont fait partager leurs soucis.